je rappelle les 5 temps prévus à cette réunion et les interventions. Donc, une première intervention, contexte et perspective régionale du docteur Julie Bigat de la RS-PACA. Également, une présentation des ressources existantes, Marjorie Jourjean et Alexandra Koljanin. Anne-Charlotte Dambre pour l'association Coactis Santé. Puis, des retours d'expérience de structures régionales, Aurélie Batty et Nathalie Duranti. Et le docteur Laurence Perniz pour Handicap 83 à Viso. Je présenterai 2 diapos pour ensuite échanger avec vous sur la possibilité de création de nouveaux outils à réaliser dans ce domaine-là. Je vais faire une courte introduction, ça permettra peut-être à certains d'entre vous pas encore connectés, hein, nous serons plus de 80 en tout cas aujourd'hui à cette réunion, de rappeler un petit peu l'environnement de cette réunion à la suite de l'instruction ministérielle du 1er juin 2023 qui apportait des précisions sur l'obligation de nommer un référent handicap dans chaque établissement de santé dans le cadre du parcours patient en situation de handicap et majoritairement des structures publiques ou associées, nous avons lancé en fait un questionnaire en ligne pour évaluer les pratiques, les outils et surtout connaître les attentes et les besoins des structures et des professionnels. Donc, je vous livre notre retour et ce qui nous permettra ensuite sans doute d'échanger. Sur ces questionnaires qui avaient été envoyés en 2024, nous avions eu pour retour près de 71% de structures ayant un poste de référent handicap dans l'établissement. Alors, nous, dans le cadre des structures autorisées à la pratique du cancer, il y a une majorité donc des structures publiques ou associées, et puis il y a quand même des structures qui sont privées, d'où ce chiffre. Également, à la question, avez-vous mis en place un dispositif handicap dans votre structure? 61% donc déclaré avoir mis en place une organisation, souvent organisationnelle, des bars pour aider les personnes en situation de handicap, des fauteuils ou un traçage au sol, etc. Et lorsque j'ai posé la question sur des outils spécifiques handicap dédiés à la cancérologie, seuls 16% répondaient avoir mis en place des outils spécifiques. Et puis lorsque nous avons posé la question, connaissez-vous la file active de votre établissement des patients traités pour un cancer en situation de handicap, vous voyez, seuls 5% avaient connaissance de cette file active. Et puis, d'autres questions, avez-vous des besoins, des attentes sur le sujet du handicap? Oui, à 70%. Avez-vous besoin de formation? Oui, à 85% pour les professionnels. Avez-vous besoin d'outils spécifiques pour les professionnels? 89%. Et des outils spécifiques pour les patients? 93%. Donc, vous verrez dans le cadre de cette présentation qu'il existe des outils pour les professionnels, il existe des outils pour des patients de très grande qualité, des outils également des formations. Donc, j'espère que dans le partage de cette réunion vous permettra d'avoir plus de connaissances et pouvoir vous orienter vers les structures qui peuvent vous proposer ces outils pour les professionnels et pour les patients. Je vais sans transition laisser la parole donc au docteur Julie Bigat, qui est conseiller médical à la direction de l'offre médico-sociale de l'Agence régionale de santé PACA, qui est également médecin inspecteur de santé publique pour les champs d'intervention médico-sociaux pour les personnes âgées dépendantes et pour les personnes handicapées. Donc, je laisse la parole au docteur Julie Bigat. Et juste une dernière chose, n'oubliez pas de bien fermer vos micros tout au long de ces interventions. Docteur Bigat, c'est à vous. Oui, merci beaucoup, Madame Isabelle Récoréa. Alors donc, on l'a dit, je suis donc à la direction générale de l'offre médico-sociale de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et dans le champ qui est celui que je traite en partie, donc les établissements pour personnes handicapées, nous avons fait le constat suivant. Alors, diapo suivante.
Alors oui, d'abord, le contexte. Nous sommes engagés dans la feuille de route régionale de la stratégie décennale cancer qui s'étend de 2022 à 2025. Et dans un de ses actes, dans un de ses axes, lutte contre les inégalités, s'assurer que le progrès bénéficie à tous, il y a un sous-axe qui s'intitule Consolider et promouvoir dans les territoires des filières de prise en charge en cancérologie à destination des personnes en situation de handicap. Donc, l'idée, c'est vraiment de consolider, de sécuriser ces parcours en cancéro chez les personnes handicapées. Et ça s'inscrit également dans les travaux du PRS 3, qui vise à améliorer les parcours de soins coordonnés des personnes aux besoins spécifiques, dont les personnes handicapées, et le déploiement des initiatives garantes du droit de la santé sur les territoires. Alors en effet, dans un plan plus général, l'OMS demande à ce que, vise à ce que tous les publics aient un accès identique aux soins. Donc, les États ont l'obligation légale de garantir un accès sécurisé à tout type de personnes, quelles que soient ses spécificités. Voilà, c'est un droit pour tous. Donc, diapo suivante. Alors là, j'évoquais en avance de phase. Donc, les constats qu'on fait dans la région via le baromètre Handifaction. Alors, le baromètre Handifaction, il s'agit d'un questionnaire qui est élaboré par l'assurance maladie et diffusé à l'ensemble des personnes. Alors, celles qui répondent sont les personnes soit handicapées elles-mêmes, soit leurs aidants. C'est un questionnaire, donc c'est du déclaratif. Et donc, on leur demande quel a été leur accès aux soins de manière générale, que ce soit l'hôpital, la ville, les centres de santé, etc. Donc, sur notre région PACA, le questionnaire rapporte, alors sur à peu près 40 000 réponses, que 25% des personnes handicapées n'ont pas été soignées. Parmi ces personnes, en fait, 19% ont subi un refus de soins. 14% d'entre elles ont vu leur accompagnant être refusé par le soignant. Alors, point positif, dans notre région PACA, nous avons un taux un peu plus faible dans la France entière sur le non-accès aux soins des personnes handicapées, puisqu'au niveau national, ce pourcentage s'élève à 27%. Diapo suivante. Alors, les raisons en fait de ce refus de soins selon les personnes handicapées elles-mêmes ou leurs aidants, dans la grande majorité des cas, elles disent on n'a pas voulu de moi, donc un refus explicite. Alors parfois la deuxième réponse, c'est le délai d'attente dépassé 6 mois. Bon, alors ça après, je pense que c'est pas forcément un refus de soins en tant que tel, puisque même les gens, disons, valides ont ce problème-là. Pour certains, c'est un manque d'argent. Et pour d'autres, alors encore un chiffre trop élevé, 4%, le lieu n'était pas accessible. Alors, diapo suivante, on ne va pas s'étendre sur les chiffres. Alors, heureusement pour nous, en quelque sorte, par rapport à la réunion qui nous anime aujourd'hui sur la cancérologie, les refus de soins étaient localisés plutôt dans les spécialités telles que la psychiatrie, la rhumatologie. Alors, on le voit sur le diagramme de droite en orange, et on avait 0% de refus en cancérologie. Ça, c'est plus déclaratif, donc c'est plutôt, comment dirais-je, rassurant pour notre réunion. Alors, pourquoi on s'intéresse particulièrement à la cancérologie chez les personnes handicapées? Eh bien, c'est que l'espérance de vie de ces personnes augmente considérablement ces dernières années. Et donc, qui dit espérance de vie qui s'allonge, eh bien, il y a plus de maladies chroniques, il y a plus de difficultés de type cancer. Par ailleurs, ce public a un accès moindre à la prévention et au dépistage. Alors, pour des raisons matérielles, c'est assez compliqué d'organiser ça. Ces grandes campagnes de prévention et de dépistage sont difficiles à mettre en œuvre, notamment dans les établissements médico-sociaux, type masse femmes. On a également une surreprésentation des comportements à risque chez ces personnes.
On a un recours moindre aux soins. Évidemment, ils sont beaucoup moins suivis que les autres. Alors, notamment à cause du refus de soins, on vient de le voir, hein. Et donc des parcours de soins qui sont insatisfaisants. Alors, l'IRDES, en 2020, donnait quelques chiffres en montrant que 86% des femmes en situation de handicap déclaraient ne jamais avoir eu de mammographie. La tumeur mammaire était détectée chez la femme handicapée 2 fois plus grosse que chez une femme valide. Et elles participaient, ces personnes handicapées, 2 fois moins au dépistage des cancers. Donc, voilà, nos constats s'appuient sur des chiffres, hein, concrets. Donc, pourquoi on a ces problématiques-là sur un plan qualitatif? Eh bien, la prise de rendez-vous est complexe, est trop complexe pour ces personnes. Il y a malheureusement souvent des cabinets qui ne sont pas équipés ou insuffisamment adaptés. Les médecins ne sont pas forcément formés. Et puis aussi, là, on l'a pas, enfin, c'est pas cité par l'IRDES, mais il y a aussi la problématique du manque de temps, puisque c'est des consultations qui prennent beaucoup plus de temps et qui, voilà, du fait de leur complexité, sont chronophages. Et derrière, il y a forcément une problématique de financement. Alors, on a aussi réalisé en 2021 une enquête au niveau de la région PACA auprès des établissements médico-sociaux, donc type MAS, FAM, même des établissements médico-sociaux qui se déplacent à domicile, ce qui sont les SAMSA et les SIAD. Pour faire un peu un constat sur cette difficulté de prise en charge en cancérologie. Et donc, ce qui ressort de ce questionnaire, c'est qu'il s'agirait d'améliorer l'accès au dépistage de ces personnes. Alors, par l'organisation notamment de visites annuelles systématiques, que ce soit systématiquement, toutes ces personnes soient vues systématiquement tous les ans, et puis non pas forcément par un cancérologue, hein, mais qu'il y ait une visite organisée systématiquement chez ces personnes, proposer des modalités de diagnostic variées, peut-être allégées, hein. Il faut absolument une équipe de référents pour ces personnes. On ne veut pas avoir de nomadisme parce que ça augmente les difficultés. Il faudra un coordonnateur référent au sein des établissements médico-sociaux. Alors ça, notamment quelqu'un qui les accompagne, quelqu'un de l'établissement qui puisse les accompagner dans le secteur sanitaire, puisse venir avec eux. Il faut évidemment que les familles puissent être impliquées. Alors on l'a vu dans le baromètre Handifaction, un certain nombre de praticiens qui ont refusé les visites accompagnées de l'aidant. Donc ça, c'est un frein également. Il y a aussi le fait qu'on devrait sensibiliser les personnes handicapées le plus jeune possible, le plus tôt possible. Alors bien sûr, la question de la formation des médecins, hein, des soignants, et notamment, alors on voit, puisque là, il y a une grande faille au niveau des libéraux, puisqu'on voit que les refus de soins sont spécifiquement, enfin, plus élevés je ne vous ai pas montré les chiffres précédemment, mais plus élevés dans la médecine libérale que dans la médecine hospitalière. Voilà. Et là où le taux est le plus bas en fait de refus de soins, c'est dans les centres de santé, donc les nouvelles modalités d'exercice coordonné de la médecine. Alors, l'ARS a un certain nombre de chantiers sur la question de l'accès aux soins des personnes handicapées, notamment le déploiement des consultations dédiées. Donc, c'est un dispositif qui a été érigé par le ministère de la Santé il y a environ une dizaine d'années. Ce sont des consultations spécifiques pour ces personnes handicapées. Alors évidemment, on cherche à ce que ces personnes puissent avoir accès à des consultations de droit commun, mais dans les situations les plus complexes, il est bien d'avoir un dispositif spécifique avec, par exemple, la possibilité de mettre en place des consultations blanches. Alors, c'est des consultations où il n'y aura pas l'examen en direct, mais on explique aux patients comment ça va se passer. Donc, à ce stade, on a 5 départements sur 6 dans la région PAPACA qui sont dotés d'une consultation dédiée. Donc, seul actuellement le département des Alpes de Haute-Provence est dépourvu de ce type de consultation, mais on est en train de le mettre en place. Nous avons également déployé le projet Handigynéco qui vise à déployer des sages-femmes libérales dans les établissements médico-sociaux
sociaux pour pratiquer justement du dépistage, pas seulement, mais en partie donc le dépistage des cancers. Donc ça, pour l'instant, notre projet, il est valable dans deux, enfin, est déployé dans 2 départements sur 6 dans notre région. Il y a également de actions remarquables, l'action du CODES, CODES 83. Donc, en termes d'éducation pour la santé. Et ce CODES organise depuis 2012 un dépistage du cancer colique dans les établissements médico-sociaux du Var. Et puis, on l'a expliqué tout à l'heure, Madame Récoréard a expliqué la mise en place des référents handicap dans les établissements depuis 2023. Voilà, et puis aussi des initiatives comme aujourd'hui notre webinaire. Merci, docteur Biga. Alors, si vous êtes d'accord, alors nous passerons aux questions en fin des interventions, hein, c'est-à-dire d'ici une petite heure. Nous inscrivons, hein, bien entendu, les questions qui seraient soulevées de votre intervention. Ma collègue Agathe Vivet, qui est avec moi, pourra ensuite les reprendre et les lister et les présenter. Et donc, ça se fera à l'issue de toutes les interventions. Je vais donc laisser la parole au Centre de ressources CREAI PACA Corse, hein, Magali Jourjon et Alexandra Koljalnin, qui vont nous faire une présentation de leur structure et des ressources à proposer pour les professionnels. C'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente et ma collègue se présentera sur la seconde partie de notre présentation. Donc, je suis Alexandra Koljalnin. Je suis directrice des activités au CREAI PACA et Corse et responsable de l'antenne PACA Est qui est située à Nice dans le 06. Alors, qu'est-ce que le CREAI PACA et Corse? Le CREAI, c'est un centre régional d'études, d'action et d'information en faveur des personnes en situation de vulnérabilité. Je dirais que notre expertise, nous, sur le CREAI PACA et Corse, est vraiment en termes de personnes en situation de handicap. On peut faire des formations, des appuis techniques, des études, et aussi dans le champ de la protection de l'enfance. On est vraiment un centre régional qui est au carrefour des pouvoirs publics, des personnes concernées et des acteurs sanitaires et sociaux et médico-sociaux. C'est un lieu de rencontre, de réflexion et de co-construction. On se définit comme un lieu tiers qui est à l'interface de l'ensemble de ces parties prenantes. Alors, notre objectif est donc, au-delà de l'accessibilité universelle, c'est de favoriser l'innovation et les utilités sociales. Donc, on a une mission d'observatoire et d'expertise technique avec des champs de professionnels différents, c'est-à-dire que dans notre équipe, nous avons des conseillères techniques, nous avons des chargés d'études, une chargée de communication, et toutes les fonctions support au sein du CREAI. Donc, on favorise l'innovation et l'utilité sociale par la formation, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, ça peut être des formations au sein d'établissements médico-sociaux, des appuis techniques, de l'information. Donc, l'information, vous pouvez la trouver sur nos sites, sur notre site internet, des études et l'animation du réseau. Alors, à travers des journées d'animation. Donc, Marjorie, ma collègue, pourra vous en parler tout à l'heure, mais il y a une animation sur l'emploi. On a fait une animation avec des journées nationales pour les enfants en situation de handicap sur 3 jours l'année dernière. Voilà un petit peu nos missions. Je laisse la main à ma collègue Marjorie qui va vous parler plus en détail de ce que travaillent l'ANCREAI et les CREAI. Merci à vous pour votre écoute. Merci Alexandra. Oui, merci Alexandra. Donc effectivement, je suis Marjorie Jourjon, conseillère technique sur le volet handicap au sein du CREAI. Et donc, je vais vous présenter une démarche de projet action qui a été portée et coordonnée par la Fédération des CREAI. Donc, c'est-à-dire il y a un CREAI par région. Donc, la Fédération nationale, c'est l'ANCREAI. Et elle regroupe tous les CREAI. Donc, en fait, tout démarre par une étude
commandité par l'INCa, l'Institut national du cancer, donc dans le cadre de ces missions de lutte contre les inégalités d'accès au dépistage. Et donc, cette étude de 2020 à 2022, elle a été faite dans enfin, elle a été expérimentée dans 4 régions, l'Île-de-France, le Centre Val-de-Loire, la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Et donc, comme nous l'avons vu tout à l'heure avec le docteur Biga, le but, c'était vraiment d'aller voir dans les établissements médico-sociaux les personnes et de voir comment elles avaient accès aux soins. Donc, je ne vais pas reprendre tous les chiffres qui ont déjà été donnés par Handifaction, mais effectivement, on va retrouver 3 freins principaux d'accès aux soins par rapport aux personnes et principalement d'accès au dépistage des cancers colorectals, parce que c'était vraiment l'objectif au départ de cette étude. Donc, les freins, c'est donc le manque d'accessibilité à l'information, la complexité des démarches et le manque de coordination entre les acteurs du sanitaire et du médico-social. Et donc, en termes de ressources, effectivement, après cette étude a été créé le projet En Direct, qui est une démarche d'aller vers. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'aller dans les établissements médico-sociaux, trouver ces personnes un peu cachées quand même, finalement, de personnes en situation de handicap plutôt vieillissantes. Donc, vous voyez là, l'action a été portée principalement sur les personnes entre 50 et 74 ans. Et donc, le but de En Direct, qui est quand même la suite de l'étude, c'est de pouvoir sensibiliser les personnes en situation de handicap et les professionnels et les aidants au dépistage du cancer, plus particulièrement le cancer colorectal. Du coup, voilà, la démarche, c'est vraiment une démarche d'aller vers. Donc, ça a duré pendant 4 années, toujours sur ces 4 régions expérimentales, donc le Centre Val-de-Loire, la Nouvelle-Aquitaine, l'Île-de-France et l'Occitanie. Et il en est ressorti une boîte à outils qui s'appelle, qu'on a appelé du coup Dépiston. On aime bien les jeux de mots du coup au Créail. Et donc, c'est une boîte à outils dans laquelle on va retrouver, et pour les professionnels et pour les personnes concernées, plusieurs types d'outils, principalement des infographies. On peut passer à la slide suivante. Des infographies donc, qui vont plutôt être destinées à tout le monde, aux personnes concernées aussi. Des vidéos de témoignages de personnes qui ont pu être dépistées et qui témoignent du fait de la nécessité de le faire. Et pour les professionnels, des documents pour pouvoir conventionner avec les CRDC, une fiche de renseignement, par exemple, qui va permettre de remettre les antécédents des personnes, une fiche de liaison, une charte d'accessibilité et des plaquettes de recommandation, sachant que tous ces documents sont tous accessibles et ils sont tous traduits, si on peut le dire, en FALC, facile à lire et à comprendre, qui est donc on va dire, une démarche d'accessibilité pour les personnes. Et cette démarche FALC, en général, elle est construite avec les personnes, donc c'est avec et pour les personnes. Donc là, je vous montre un panel d'outils, par exemple, qui sont à proposer soit dans cette boîte à outils, soit dans ces démarches de sensibilisation, notamment le tablier qui a eu apparemment beaucoup de succès dans ces 4 régions, voilà, où les personnes peuvent visualiser les organes qui sont impactés dans le cancer colorectal et quelques petites images aussi qui vous montrent un petit peu tout ça. Et donc, toutes ces productions s'inscrivent dans une logique de mise à disposition. Vous pouvez le retrouver sur les sites du Créail et de l'Encréail. Et petit à petit, cette mise à disposition des ressources voilà, est toujours en lien avec les études également et les actions de terrain. Et je vais passer la parole, je ne sais pas si c'est moi qui donne la parole, oui, à Anne-Charlotte Dambre de Coactis pour nous partager aussi d'autres ressources, d'autres types de ressources. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.
Merci. Alors, Anne-Charlotte Dambre, je suis en effet co-déléguée générale de l'association Coactis Santé et également directrice de Santé BD. Ce que je vais vous présenter fait vraiment écho avec toutes les présentations et les constats qui ont été faits précédemment. Coactis Santé, c'est une association qui existe depuis 15 ans et qui s'est vraiment mobilisée sur l'accès à la santé et aux soins des personnes en situation de handicap en développant des solutions concrètes. Donc, nous avons créé Santé BD, qui est un outil qui permet d'apporter une information très facile à comprendre pour les patients et qui est aussi utile pour les aidants et les professionnels de santé. Et nous avons créé également HandiConnect, qui est un outil pour les professionnels de santé qui permet d'avoir gratuitement des conseils et accès à des webinaires sur l'accueil d'un patient en situation de handicap sur le site donc handiconnect.fr. Alors là, je vais surtout vous parler de Santé BD. Donc, qu'est-ce que c'est Santé BD? Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont sous forme de bande dessinée des livrets qui expliquent comment se passe un soin, un examen, comment prendre soin de sa santé, avec des scénarios très simples. C'est toujours à quoi ça sert et comment ça se passe avant, pendant, après. On s'appuie sur des experts qui sont scientifiques, avec qui on va sélectionner les contenus importants, puis on va les traduire en langage très facile à comprendre et en dessin, de façon à ce que même les personnes non lectrices soient capables de comprendre les messages de santé. Santé BD, ça se présente avec, sous forme de collection finalement de thématiques. Il y a environ 100 thèmes en ligne. Et en matière de cancer et de prévention cancer, nous en avons à peu près une vingtaine. Sur le site santébd.org, on trouve gratuitement les livrets que l'on peut consulter ou alors qu'on peut même télécharger et imprimer librement pour pouvoir les apporter et les utiliser auprès des patients. On a donc une collection de BD autour de la prévention des cancers. La plus importante, c'est justement la prévention des cancers qui a été réalisée en partenariat avec l'Institut national du cancer et qui aborde en fait tous les comportements qui permettent de se protéger et d'empêcher le développement de cancer. Et nous avons développé certaines thématiques, notamment avec mieux manger, bien bouger, l'activité physique adaptée et différentes BD sur les addictions. On a développé également des ressources sur les dépistages des cancers en s'appuyant sur les dépistages organisés actuellement, notamment donc la mammographie, le dépistage du cancer du col de l'utérus et le cancer colorectal. Sur le cancer colorectal, puisqu'on en a parlé plusieurs fois, notre BD est un véritable tuto qui explique comment se passe en fait un dépistage, quelles sont l'allure des pochettes, les étiquettes à coller, comment le faire. Et on sait qu'il y a beaucoup d'établissements médico-sociaux qui s'appuient sur cette bande dessinée pour organiser en fait des dépistages auprès des personnes qui sont concernées. Et puis, bien entendu, il existe tout ce qui est autour des dépistages, avec des bandes dessinées concernant la coloscopie, la radio, l'échographie, l'IRM et le scanner. Nous avions donc créé toutes ces ressources, mais en discutant et en travaillant avec différents établissements médico-sociaux, on s'est rendu compte du besoin très important pour expliquer aussi quel est le parcours de soins en cancérologie. En effet, lorsque vous découvrez que vous avez une tumeur et que vous allez devoir entrer dans un protocole, il n'y avait rien pour expliquer et ça va souvent très vite, on rencontre beaucoup d'acteurs. Il était important d'expliquer voilà, toutes les étapes et de donner des éléments également en termes de durée, de succession d'étapes. Donc, nous avons créé la BD « Je suis soignée pour un cancer » qui est la plus généraliste possible, mais qui permet de retrouver différentes étapes, même si un parcours de soins en cancer est assez différent d'une personne à l'autre et d'un cancer à l'autre. Et on a accompagné ça de mieux vivre avec les traitements qui abordent les soins de support, qui est indispensable aussi et qui est aussi un droit que l'on peut faire valoir et qui n'est pas très souvent proposé aux personnes en situation de handicap qui ne savent pas qu'elles peuvent profiter aussi de cet accompagnement. Et puis, pour mettre le focus sur quelques traitements assez anxiogènes, nous avons créé la bande dessinée sur la chambre implantable, qui est donc une étape dans la partie, dans le traitement de la chimiothérapie, et une bande dessinée sur la radiothérapie.
Ces bandes dessinées sont également complétées par toutes les étapes que l'on peut retrouver dans la slide d'avant lorsqu'on se retrouve à l'hôpital avec des bandes dessinées qui expliquent comment est-ce qu'on peut identifier, faire comprendre où on a mal et comment on peut soulager la douleur, la partie sur l'anesthésie générale, la possibilité d'avoir recours au méopa, ce gaz qui permet de détendre et de faciliter l'accès aux soins. Et puis la perfusion, la prise de sang, lorsqu'il y a une piqûre, c'est souvent anxiogène aussi. C'est important de préparer en amont ces actes qui peuvent être douloureux et qui sont surtout anxiogènes. Et puis enfin, je voulais vous parler également des 3 bandes dessinées qu'on a créées sur la fin de vie, sur donc les directives. J'écris mes directives anticipées, les soins palliatifs, qui sont aussi des droits et qui ne sont pas forcément mis en place auprès des personnes en situation de handicap, et la personne de confiance. Comment est-ce qu'on se sert de Santé BD? Santé BD, on conseille de les utiliser en amont d'un rendez-vous médical ou dans le cadre d'une réunion autour d'une thématique, de s'en servir, de les envoyer même lorsqu'il y a une confirmation de rendez-vous pour un examen, c'est de les envoyer dans la confirmation en PDF pour que la personne puisse y avoir accès. On propose aussi de les mettre en salle d'attente pour qu'elles puissent être consultées et que les professionnels de santé s'appuient également dessus pour pouvoir donner des informations très claires sur le déroulement et qu'on parle le même langage. Ça permet aussi de recueillir le consentement de la personne, puisque même les personnes qui ont du mal à s'exprimer vont pouvoir voir qu'on prend leurs difficultés et on va du coup entrer dans un dialogue, une coopération beaucoup plus importante. Donc, ces bandes dessinées sont très utiles. Il existe également certaines bandes dessinées qui ont été traduites en vidéo. Vous voyez notamment la mammographie, la radio, l'IRM, le scanner. Et puis, nous avons fait des posters qui, justement, sont très adaptés à la fois pour être... c'est comme une BD d'une page, donc pour être imprimée très facilement, pour être mise dans une salle d'attente ou dans un déshabilloir, de façon à savoir vraiment dans quel déroulement on s'engage. Et enfin, et ça c'est vraiment, ça devrait être utile pour tous, professionnels ou patients, c'est la banque d'images Santé BD, puisque tous les dessins que nous créons, en fait, il faut savoir qu'on crée 10 nouveaux thèmes par an. Donc, sur une dizaine d'années de Santé BD, on a presque 20 000 dessins sur la santé qui existent, qu'on a décidé de mettre dans une banque d'images pour que les personnes puissent gratuitement, en moyennant l'inscription à un compte, puissent télécharger des images pour pouvoir créer leurs propres ressources de communication. Ça peut être des posters, des PowerPoint, des livrets d'accueil ou toute autre chose. Donc, ça permet d'avoir en fait des outils sur mesure pour les besoins de la personne. Cette banque d'images, elle sert aussi à certains de nos partenaires, notamment à l'INCa. Avec l'INCa, nous avons travaillé sur des dépliants simplifiés qui expliquent, en s'appuyant sur les BD qu'on a fait sur les dépistages organisés, en quelques pages, d'avoir une explication sur le déroulement des différents actes de soins. Vous les retrouvez à la fois sur le site santébd.org et sur le site cancer.fr. Je mets le focus également sur la vaccination contre les papillomavirus qui se déploie auprès des élèves de 5e, mais également dans les établissements médico-sociaux chez les jeunes. Et donc, on a créé un dépliant avec l'INCa qui a été diffusé auprès des élèves de 5e. Et on vient de mettre en ligne une bande dessinée aussi sur la vaccination en version petite fille, adolescent et adolescente, et adolescent en fauteuil, donc 4 personnages pour que les personnes puissent se représenter aussi le plus possible, s'approprier en tout cas les documents. J'évoquais les sujets autour de la formation ou la sensibilisation des professionnels de santé. Nous avons organisé un certain nombre de webinaires, c'est un par trimestre environ, notamment un qui s'appelle Handicap et cancer. D'ailleurs, on avait mis un S à handicap et un S à cancer finalement, puisqu'il y a des besoins différents selon les handicaps et selon les types de cancer. On a donné la parole à une personne de l'Institut de cancérologie de Lorraine
et au centre de santé du Square de la Mutualité, qui ont mis en place des actions exemplaires pour informer les patients, travailler sur la signalétique, former les professionnels de santé et accompagner les personnes en situation de handicap tout au long de leur parcours de cancérologie. Ces webinaires sont disponibles en replay et vous pourrez en trouver d'autres également concernant, par exemple, l'habituation aux soins ou d'autres sujets sur les handicaps. Nous avons également créé, parce que quand il y a une centaine de BD et une centaine de fiches conseils, c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Donc, par thématique, nous avons créé des kits ressources et on en a fait un sur le parcours de soins en cancérologie, où vous pouvez retrouver l'ensemble des ressources disponibles avec des QR codes, à la fois côté Santé BD et HandiConnect. Donc, ils sont téléchargeables également sur le site de Coactis. Et un petit focus sur HandiConnect. Nous avons mis en ligne récemment une fiche conseil qui permet de rappeler tous les éléments essentiels dans l'accueil d'un patient en situation de handicap dans un lieu de consultation ou de soins, où vous retrouvez beaucoup d'éléments. Quand on parle d'accessibilité, on pense accès des fauteuils roulants dans le lieu de soins, mais en fait, ça va bien au-delà et on va aborder là-dessus tous les éléments qui vont permettre un parcours de soins dans les meilleures conditions pour les personnes en situation de handicap. Donc, je vous invite aussi à découvrir cette fiche et toutes les autres sur handiconnect.fr. Merci, Madame Dambre, pour cette présentation et ces outils très riches, ces ressources très riches. Merci également au CREAI. Alors, nous allons continuer, bien entendu, le cours de cette réunion avec des retours d'expérience et nous allons donner la parole à l'association Bonneveine Saint-Joseph, la clinique de Bonneveine, Nathalie Duranty et Aurélie Batty pour un premier retour d'expérience. Mesdames, je vous laisse la parole. Merci, bonjour. Merci de nous avoir invités pour partager notre expérience. Pour se situer un petit peu, la clinique de Bonneveine, donc dans Marseille, dans le 8e arrondissement, a un pôle assez élaboré pour des personnes vivant avec un handicap qui part de la téléconsultation jusqu'à une unité de soins qui fait l'objet en ce moment d'un article 51 d'une expérimentation pour prouver, pour démontrer que tous les dispositifs que nous avons mis à disposition des patients sont efficaces. Donc, télémédecine, ça peut être HandiConsult, ça peut être des équipes mobiles qui sont sur place ou de l'hospitalisation. Alors, bien entendu, lorsqu'on parle de cette expérience-là avec les personnes en situation de handicap, comme vous l'avez signalé en début de cet entretien, il y a des personnes qui sont vieillissantes et donc on est de plus en plus amené à traiter ou du moins à se retrouver avec des situations relevant de personnes en situation de handicap ayant un cancer. Je dois préciser que c'est un sujet qui nous intéresse aussi, sur lequel on est sensibilisé, car au sein de la clinique Bonneveine, on a un pôle de soins de support oncologie. Donc, ça nous permet de faire un rapprochement direct entre la prise en charge du cancer, les soins de support à proposer, les soins palliatifs au cas où, avec des ressources humaines et au cœur de la clinique. Et j'allais dire des personnes investies comme Aurélie qui va vous présenter deux cas cliniques avec des échecs et des réussites, mais pour vous parler surtout de la complexité du parcours et de tout ce qui va avec. Merci. Merci, Madame Duranty. Donc moi, je vais vous parler d'abord d'une première situation d'un patient donc, qui s'appelle Charles, qui a 42 ans, qui est encéphalopathe, qui a un syndrome de West associé à un TSA. C'est un patient qui est non-verbal, qui n'a pas de compréhension des consignes simples, qui est résident dans une masse à Saint-Rémy-de-Provence à 1h30 de Marseille, pour lequel en fait, son seul plaisir est de déambuler quotidiennement. Il y a même une terrasse privative dans sa chambre pour pouvoir sortir. Il a 2 frères et une sœur qui n'habitent pas du tout dans le sud de la France, mais qui sont quand même présents. Ils ne sont pas ses tuteurs, mais ils sont présents. Ils ont besoin d'avoir des nouvelles de Charles et de comprendre un peu sa prise en charge. Et donc, pour l'histoire de la maladie, c'était un appel initial à la clinique en octobre 2023 pour une altération de l'état général
des hypoglycémies à répétition avec une augmentation de la fréquence de ces crises d'épilepsie. On réussit à faire une imagerie sans AG avec un accompagnement en équipe mobile par le plus grand des miracles, et on découvre une masse tumorale médiastinale. De là, s'en est suivi un parcours du combattant, puisqu'on a essayé de faire d'autres imageries. On n'a jamais réussi. Tentative de biopsie sous AG, impossible. Négociation, donc encore une fois, pour des imageries sous AG, on a réussi à en avoir une, suite à laquelle, en fait, on a pris des avis, donc chair vasculaire, chair thoracique, neurochir, centre de référence endocrino, qui nous ont parfois donné des réponses, parfois pas. Et donc, pour tout ça, on est sorti la proposition d'une intervention chirurgicale avec une thoracotomie et une pose d'un drain thoracique qui aurait justifié que Charles reste alité pendant des jours, le temps d'enlever le drain thoracique, et derrière une rééducation qui serait impossible chez un patient qui ne comprend pas les consignes simples. Et donc, de là, on a décidé d'une simple surveillance biannuelle, puis annuelle, avec une imagerie sous AG. Les freins qu'on a rencontrés, nous, dans cette prise en charge, c'était qu'on avait peu de réponses des spécialistes qu'on consultait. Quand on avait une réponse, au niveau des délais, c'était très long. C'est un patient qui n'a jamais été vu, en fait, par les spécialistes en physique. Donc, c'est compliqué, en fait, d'expliquer la complexité, en fait, du cas, et que, non, un patient, même si, en situation de handicap, c'est pas seulement un handicap moteur, ça peut être un patient qui ne peut pas s'empêcher de déambuler, un patient qui a besoin de s'auto-stimuler, tous les paramètres qu'on connaît chez les patients qui ont un handicap, notamment TSA. On a eu des gros problèmes, en fait, parce que les spécialistes ne nous concertaient, en fait, que nous. Donc, la structure n'était informée d'absolument rien. La famille également. Donc, en fait, nous, on a dû faire le tampon entre les spécialistes et la famille qui ne comprenait pas, en fait, pourquoi on ne proposait pas à minima un traitement Péros à Charles. Sauf que nous, en fait, on n'a pas ces réponses-là parce qu'on n'était pas les spécialistes en question. Et le dernier gros frein rencontré, c'est l'absence de créneaux d'imagerie sous AG sur le territoire, même en PACA. Extrêmement compliqué. Avant, ça se faisait à la Timone et à Nord. À Nord, ils ont arrêté. À la Timone, c'est exceptionnel quand ils acceptent de le faire. Donc pour nous, c'est pour une surveillance qui va devoir être biannuelle, ça va être très compliqué. Donc ça, c'était la situation de Charles. Maintenant, je vais vous présenter le cas de Manon, qui a 35 ans. Manon, qui est une patiente qui est polyhandicapée, non-verbale, qui comprend les consignes, mais des consignes très simples et de manière très limitée. Une patiente qui vient en structure médico-sociale la semaine, au domicile de ses parents le week-end, donc il y a des parents qui sont très présents auprès d'elle. Pour l'histoire de la maladie, on fait une radio thoracique et on découvre fortuitement une masse. On arrive à l'explorer par un scanner sans anesthésie générale en externe, une suspicion de lymphome. On prend un avis hémato. Il indique du coup la réalisation d'une biopsie. On discute d'une chimiothérapie. Elle peut avoir sa biopsie sous AG dans un CLCC rapidement. Le diagnostic de lymphome est posé. On reprend un avis hémato. On discute, donc la chimio est discutée avec les parents. Et à ce moment-là, en fait, l'hémato demande un bilan cardiaque qui va donc être réalisé sur la clinique de Bonneveine avec notre équipe que les parents connaissaient, en laquelle ils avaient confiance. Et donc, à l'occasion de la réalisation de ce bilan, en fait, les parents vont demander à ce que notre équipe, qui peut se déplacer en équipe mobile, soit présente lors de la RCP complexe qui aura lieu au CLCC. Pour les parents, c'était pas. On a dû discuter en fait de la faisabilité du traitement. C'était pas opportun de proposer un traitement à Manon parce qu'il y avait une trop grande diminution de sa qualité de vie. Et donc, a été décidée une abstention thérapeutique en accord avec la famille. Et parce qu'on était présent à la RCP, on a pu en fait être la voix de Manon qui ne peut pas s'exprimer. Donc, les critères de réussite en fait de cette prise en charge, ça a été une communication fluide entre tous les acteurs du soin, donc la famille, le CLCC et notre clinique. Le fait qu'on puisse intervenir dans le CLCC, on a pu sensibiliser en fait les équipes au handicap, donc prendre en compte le handicap, les habitudes de vie, les contraintes en fait de Manon. Les parents ont été intégrés dans le parcours de soins et le fait que nous on soit intégrés dans le parcours de soins oncologiques, a permis du coup que tout soit coordonné pour la patiente. Nous, du coup, à la suite, en fait, en prenant un peu les freins et les réussites, on est en train de voir pour proposer des outils qu'on utilise déjà au sein de nos différents dispositifs.
Donc, il y en a certains qui sont en cours de réflexion, d'autres qui sont en cours d'élaboration. C'est la diapo suivante. Oui, diapo suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc, on s'est rendu compte en fait que la préparation de la visite pour les patients en situation de handicap, c'était extrêmement important. Donc, on s'appuie sur des fiches de liaison que nous, on a déjà sur l'ensemble de nos dispositifs. Donc, je vous disais, pour préparation des visites avec des photos des équipes, photos des lieux, les pictogrammes que nous, on utilise beaucoup, notamment en s'appuyant sur Santé BD, et proposer des séances d'habituation avec des visites blanches et des séquentiels en fait, de soins. La création du coup d'un livret de suivi des séances, des effets secondaires, des futurs rendez-vous, du suivi de douleur avec des échelles spécifiques, des comportements du patient qui seraient du coup écrits en FALC pour accompagner le patient tout au long de son parcours. On a déposé à la clinique de Bonneveine un projet auprès de l'INCa pour l'accompagnement des patients en situation de handicap atteints d'un cancer, avec la création d'une équipe spécialisée, une équipe dédiée, mobile, et de coordination pour accompagnement physique du patient, être présent au rendez-vous, comme on a pu faire pour Manon, parce qu'une coordination renforcée avec une centralisation des informations est pour nous primordiale, avec une sensibilisation des CLCC et des établissements traitant du cancer pour prendre en compte le handicap, les habitudes de vie du patient et pouvoir faire une meilleure évaluation de la balance bénéfice-risque, pouvoir adapter et reformuler nos projets thérapeutiques, que ce soit auprès des aidants, des accompagnants des ESMS et même du patient lui-même. Intégrer les aidants à la réflexion éthique sur les traitements, extrêmement important. Et enfin, la gestion de la douleur chez le patient en situation de handicap, surtout non communicant, est différente en fait que sur un patient communicant. Donc, ça permettrait peut-être d'être en renfort sur une éventuelle prise en charge palliative avec une gestion de la douleur adaptée. Voilà, merci. Merci pour cette information qui va certainement donner lieu à des questions des participants. Donc, ma collègue Agathe Vivet est actuellement en train de récupérer la liste des questions et donc on les partagera après la dernière présentation, qui est la présentation du docteur Pernis, qui est président d'Adera VAR. Docteur Pernis, c'est à vous et je vous laisse la parole. Oui, bonjour, merci de nous avoir invités à ce colloque en visio. Voilà, donc moi je suis médecin, je participe à HandiConsult à Viso, qui est un projet porté par le Centre hospitalier de Toulon, dont le projet a été co-construit donc, entre l'association Edravin, gestionnaire d'établissements médico-sociaux, le CODES 83 et bien sûr la direction du CHITS. Voilà. Donc, HandiConsult 83 Viso est né fin 2019, consultation dédiée handicap. Madame le docteur Biga a déjà exposé donc les textes qui ont présidé à la naissance de ces dispositifs départementaux qui chacun, suivant les départements, ont des configurations assez différentes, suivant les ressources du territoire, suivant l'historique et également la sensibilité de ces dispositifs à certains types plus ou moins prononcés, à certains handicaps, et les ressources humaines disponibles, bien sûr, dans l'hôpital, dans la structure sanitaire de rattachement. Diapo suivante. Voilà, donc nous reprenons les textes, la réglementation. Et quelles sont les missions? Donner accès à des soins et prévention essentiels aux personnes, que la sévérité de leur situation de handicap ou, on l'avoue, l'inadaptation du système de santé empêche d'accéder aux consultations et soins en milieu ordinaire. Bien sûr, il faut rappeler que ces dispositifs n'ont pas vocation à se substituer aux obligations d'accessibilité des ERP, délivrant des consultations et accueillant les hospitalisations. Toutefois, ce sont des véritables médiateurs en santé auprès des établissements de santé. Diapo suivante. On a essayé de classer un petit peu nos missions. Alors, il s'agit bien sûr, comme nous l'a rappelé l'équipe de Bonneveine, d'anticiper. Il faut coopérer bien sûr avec les aidants,
que ce soit les aidants familiaux ou les professionnels des secteurs médico-sociaux, voire sanitaires, afin de mieux connaître le patient et ses spécificités. Cette anticipation, elle se fait aussi bien au moment de la prise de contact téléphonique, mais aussi également au moment d'une première consultation, où il peut ne pas y avoir du tout d'acte technique, mais où il s'agit de recueillir les besoins et surtout d'avoir une bonne connaissance du profil de la personne. Donc, il faut adapter, bien sûr, nos modalités d'activité en termes d'accueil, hein, c'est-à-dire qu'il s'agit d'accueil, c'est-à-dire le lieu dédié, un peu isolé à l'écart du brouhaha des activités hospitalières courantes, organiser un lieu d'attente qui soit accueillant et qui soit calme et avec le minimum de temps d'attente. Donc, vraiment prévoir des temps de consultation sans temps d'attente ou avec le moins d'attente possible et mettre à disposition tous les outils nécessaires pour faciliter la communication et le sentir à l'aise, si je puis dire. Également, adapter les pratiques, parce que en fonction des troubles de comportement en particulier ou des troubles sensoriels, parfois les conditions d'examen peuvent s'avérer très compliquées. Hein. Il n'est pas exceptionnel de devoir faire des examens cliniques au sol, hein, c'est-à-dire sur des tapis matelassés, ou parfois même, il est arrivé, lorsque les patients ne voulaient pas sortir d'un véhicule, d'aller consulter dans le même véhicule. Également, il faut de toute façon développer la téléconsultation hein, afin de déjà préparer toutes les consultations ultérieures qui pourront servir à des actes techniques ou à des explorations et également favoriser, adapter cette prise en charge en développant la mobilité, c'est-à-dire aller vers hein, les établissements ou voir les domiciles des personnes afin d'éviter, dans des situations complexes, de mobiliser la personne et les équipes avec de grandes difficultés, qui ont parfois de grandes difficultés à mobiliser des personnels. Bien sûr, adapter également en ayant recours assez largement à la prémédication, on a vu tout à l'heure, hein, le MIOPA, et la sédation profonde, voire ce qui reste toujours problématique, hein, nous l'avons vu avec les cas cliniques qui ont été rapportés par l'équipe de Bonneveine, voire l'anesthésie générale. Voilà, diapo suivante. Il s'agit donc d'anticiper, d'adapter et de compenser, c'est-à-dire d'installer des parcours spécifiques et des équipements techniques qui ne sont pas habituels, qui ne sont pas courants dans la prise en charge classique des patients, on peut dire normotypiques. Par exemple, dédier des créneaux hein, et des parcours spécifiques, comme le parcours ambulatoire patient remarquable qui a été installé sur l'unité de chirurgie ambulatoire. Le parcours en imagerie, par exemple, qui a été installé par l'équipe d'imagerie de l'hôpital de la Seine, où il y a un temps dédié, où il y a une ambiance sensorielle qui est adaptée en baissant le niveau de l'éclairage, où les patients n'attendent pas. Voilà. Il faut également faciliter le recours à la prémédication et aborder le plus souvent possible, en tout cas dès que c'est nécessaire, la sédation profonde. Et enfin, pouvoir organiser une activité d'anesthésie générale pour des actes non pas de bloc opératoire classique hein, qui rentrent dans la programmation habituelle des établissements sanitaires, mais pour des activités très spécifiques comme un examen clinique, un examen ORL, un examen dermato, et au premier chef, bien sûr, ce qui est attendu de nos voeux, c'est les examens d'imagerie sous anesthésie générale et les examens de soins dentaires, je précise, conservateurs sous anesthésie générale. Il s'agit donc de compenser, mais aussi d'accompagner aux examens et consultations spécialisées. On a vu qu'on travaillait en amont avec les aidants hein, et également les soignants des différents services hospitaliers. On doit également prévoir une habituation de la personne. Nous avons vu avec Coactis tout l'ensemble des outils qui sont à notre disposition. Il faut prendre le temps de les mettre en œuvre. Bien sûr, la consultation blanche, c'est un premier pas, mais
également prévoir des séances d'habituation en fonction de l'objectif recherché. Et aider les soignants, accompagner aussi pour aider les soignants de l'établissement sanitaire à leur prise en charge, en particulier sur des états particulièrement compliqués, lorsqu'il s'agit d'attendre d'entrer en salle d'intervention ou lorsque le patient est en salle de réveil et peut parfois surprendre les équipes par des troubles du comportement inattendus. Une autre des missions, c'est également informer et soutenir les aidants. Voilà, ça c'est un peu la petite vocation, si je puis dire, médico-sociale, la quote-part de l'apport spécifique d'Aidrava. Il est important, lorsque l'on reçoit les personnes avec handicap et ou leurs aidants, de pouvoir les informer sur les ressources du territoire, les aider à soutenir ou à soulager des parcours à domicile ou des parcours institutionnels compliqués, de les informer sur les possibilités, l'offre de répit, de loisirs adaptés, les démarches administratives et voilà. Donc ça, c'est aussi une de nos missions. Et enfin, nous avons, en la personne du CODES 83, un appui précieux quand il s'agit de co-construire des projets spécifiques, des parcours et innover dans la prise en charge des personnes. Voilà, je vais laisser la parole à Mélanie Porte, directrice adjointe, qui va simplement vous dire 2 petits mots sur le dernier né de ces outils. Fort de notre expérience d'accompagnement des équipes en établissements sociaux et médico-sociaux depuis 2012 sur l'ensemble des dépistages organisés des cancers, c'est vrai qu'on a eu un groupe de travail qui s'est monté là sur les 2 dernières années pour pouvoir élaborer au départ 1 ou 2 fiches de recommandations sur l'accès au dépistage des cancers pour les personnes en situation de handicap. Et puis, de fil en aiguille, on est arrivé à un guide un peu plus complet qu'on vient de finaliser la semaine dernière et qu'on partagera d'ici la fin du mois, sur des recommandations, à la fois des choses basiques en termes de rappel sur les dépistages organisés, mais aussi quelques recommandations pour organiser ces dépistages dans les établissements ou pour les professionnels de santé. Tout un travail qu'on a pu faire avec une association sur l'accessibilité avec l'URAPEDA, notamment pour rendre accessibles les lettres d'invitation au dépistage des cancers, travail qu'on avait fait il y a quelques années en arrière sur la région PACA, mais qui du coup s'est perdu au niveau national, donc on relance avec le changement des modalités de lettres d'invitation, et puis reprendre aussi dans ce support toutes les ressources existantes comme la mallette des pistons, les santé BD, tous les outils qu'on a pu citer auparavant, et puis avec des focus par exemple sur quelles sont les modalités d'accès aux résultats des dépistages, comment on fait si on n'a pas reçu les résultats, etc. etc. Donc voilà, c'est quelques recommandations qu'on a pu rassembler dans ce guide issu d'un travail partenarial avec l'ARS, la CEPAM, Handiconsult 83 et d'autres partenaires comme l'URAPEDA, phare 83 et l'UGCAM. Diapo suivante. Voilà, donc en fait, également, ce que on inscrit dans nos missions, c'est toujours avec l'appui du CODES 83, c'est de créer un réseau au travers la communauté régionale des handiconsultes de PACA, puisque nous sommes aujourd'hui à Nice avec les autres handiconsultes pour échanger, partager nos expériences et partager des savoirs. Des ateliers d'échange de pratique avec les établissements médico-sociaux et bien sûr développer les équipes mobiles. Ça, c'est aussi quelque chose que l'on doit reproduire. On a une équipe mobile sur la Provence-Verdun et voilà, il faudrait développer une autre équipe mobile du secteur de Draguignan. En fait, dernière de nos missions, en tout cas celle qu'on s'en donne, c'est former et se former, que ce soit la formation des paramédicaux, continue au sein du groupe hospitalier de territoire de l'hôpital de Toulon. Maintenant, on a des formations inscrites dans le plan de formation, que ce soit également l'appui en formation au référent du GHT qui est faite avec en ingénierie du CODES 83 et l'intervention dans des ESMS ou dans des formations initiales d'autres paramédicaux. Voilà. Donc, voilà notre petite activité départementale et nous vous remercions. Et nous sommes à votre disposition pour toute question. Merci, Dr Pernis, et merci, Mélanie Porte, aussi pour cette intervention.